Bonjour à tous. Voilà, je me présente Augustin de Longueville. Je travaille sur la convention culture du risque en Wallonie. Je travaille également donc, en contrat de rivière et je travaille sur cette convention entre la région wallonne et les différents contrats de rivière de Wallonie. C'est dans ce cadre de cette convention qu'on organise les webinaires Inondation. Le webinaire d'aujourd'hui, du coup, traitera de la modélisation hydraulique et hydrologique et donc va nous donner un peu les clés pour comprendre cette modélisation. Et ce sujet sera traité d'ailleurs en deux parties. On est du coup dans la première partie avec Émilien Lambert fait partie de la cellule modélisation à la DCENN, donc la direction des cours d'eau non navigables à OSPOE. Et on aura une deuxième partie qui traitera beaucoup plus de l'analyse des résultats et d'un rapport d'une étude hydrologique ou hydraulique. Elle aura lieu le 16 janvier 2026, donc l'an prochain. Euh, le format de ce webinaire, donc on est parti pour une bonne heure de présentation, à la suite de laquelle il y aura 20-30 minutes de questions-réponses, avec un objectif de terminer ce webinaire à 12h30. Parfait, merci. Bonjour à toutes et à tous. Je vais partager mon écran. Hop là. Est-ce que vous voyez bien mes slides? Oui, vous les voyez maintenant? Oui, Bien ok, tes parfait. slides. Ah oui, parce que Et je ne le voyais pas sondage, je trop. lance. Parfait. On lance le sondage. Donc, tu as déjà lancé le sondage? Je ne le vois pas ici. Oui, Open. du coup, Ouais. voilà, il y a Oui. déjà, on est déjà à 120 personnes qui ont répondu et Yep. j'ai publié les résultats d'ici peu. Voilà, Donc, du coup, sur les 160 personnes qui ont déjà répondu, Emilien, je vais partager les résultats. Et donc, on a 12% qui viennent d'administration régionale, 11% provinciale, 35% communale. On a 23% d'entreprises privées, 6% d'universités et 14% autres. ok, très bien. Hop là. Eh ben donc au travers de cette présentation, on va essayer voilà, je vais essayer de vous présenter ce que c'est un modèle hydrologique et un modèle hydraulique. Essayer un petit peu de démystifier les choses, parce que parfois ça peut paraître un petit peu nébuleux, un petit peu difficile à comprendre, alors qu'en réalité, bon, voilà, derrière, il y a beaucoup de principes qui restent assez simples. Et donc, c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Alors, Augustin nous a présenté donc l'équipe modélisation. Emilia Lambert, donc c'est moi. Donc, je fais partie d'une équipe avec Jean Boreux, que vous avez peut-être déjà rencontré, Lucas Limbourg, qui répond ici aux questions dans le chat, et Nicolas Goffin. Donc, on travaille au cours d'eau non navigable, donc pour les SFOE, agriculture, ressources naturelles et environnement. Donc, on est gestionnaire des cours d'eau de première catégorie. Et donc, il y a environ 1800 kilomètres de cours d'eau à gérer et potentiellement à modéliser. Donc, la première question, on y a répondu. Donc, voilà, c'était pour faire connaissance. Donc, on a pu maintenant on sait de dire d'où vous venez, de quelles organisations vous venez. Hop. Alors, plus en détail, donc au travers de ce webinaire, on va aborder la différence entre un modèle hydrologique et un modèle hydraulique. Je vais expliquer également comment construire, on va dire, les étapes en simple, un modèle hydrologique et comment l'utiliser. Donc, on va partir sur le cas du modèle SCSCN, qui est un modèle qui est très régulièrement utilisé en Wallonie. Ensuite, on va parler d'un modèle hydraulique, donc idem pour la construction et pour l'utilisation, pour les résultats qui peuvent être fournis par le modèle. Et puis, on parlera également de la philosophie liée à la modélisation, des limites et aussi des incertitudes qu'il faut toujours garder en tête quand on reçoit des résultats de modélisation. Et enfin, quelques idées, quelques guides pour réaliser un marché public. Alors, pour revenir d'abord sur les différents types d'inondations. Donc, il y a d'abord les inondations par ruissellement. Donc si quand le sol, par exemple, est saturé en eau ou qu'il pleut trop intensément, à ce moment-là, l'eau ruisselle sur le sol et donc ce qui fait qu'on peut avoir des inondations.
L'inondation peut aussi être produite par le réseau d'égouttage qui est dimensionné jusqu'à une certaine période de retour. En théorie, c'est une période de retour de 10 ans, mais voilà, ça peut arriver que l'égout soit saturé et que l'eau déborde en dehors. L'inondation peut aussi provenir d'une remontée de nappe. Et ce qui va nous intéresser un petit peu plus particulièrement ici, c'est le débordement de cours d'eau. Donc le cours d'eau qui voilà, s'écoule dans son lit mineur habituellement, à ce moment-là, déborde de son lit mineur et inonde tout le lit majeur. Donc c'est plus particulièrement ce type de modélisation dont on va parler aujourd'hui, du côté de l'hydraulique. Alors, toujours pour quelques petites notions de base, donc le risque d'inondation, qu'est-ce que c'est en réalité? Eh ben, c'est d'abord l'aléa. C'est un phénomène naturel. Donc, une crue, c'est un phénomène naturel. C'est quelque chose qui arrive après une certaine cyclicité. Le problème, c'est quand dans le lit majeur du cours d'eau se trouvent des enjeux. Donc, ça peut être des habitations, des hôpitaux, des ouvrages, voilà, tout, un ensemble d'éléments qui vont faire que ben, l'inondation peut être problématique. Donc, il peut y avoir des dégâts, il peut y avoir aussi des personnes qui sont blessées ou même qui sont, qui sont tuées qui se font prendre dans l'inondation. Donc, ça, c'est l'enjeu qu'il y a. Et donc, c'est en croisant l'aléa et l'enjeu qu'on obtient le risque d'inondation, qui est donc le croisement des deux. Alors, on a un petit sondage. Je ne le vois pas ici. Je ne sais pas pour la question. Il a démarré. Il a démarré. Ouais, Voilà. je ne le vois pas. À quel point êtes-vous familier avec la Ah, modélisation? voilà, c'est ça. Et voilà, on a déjà 80 personnes de Nantes, voilà, qui ont répondu. Comme tantôt, je stoppe Voilà. quand on dépasse les 150 pour avoir un peu de... Voilà, sur 170 personnes, on a 100%, on a 9% dont c'est le métier. On a Ouais. 5% qui utilisent régulièrement des modèles et qui maîtrisent les concepts clés. 20% qui a déjà participé à des projets de modélisation mais qui ne sont pas experts. 45% qui ont quelques notions de base et 21% qui découvrent totalement la thématique aujourd'hui. Donc voilà, OK. ça j'ai les résultats. Hop. Hop là. Et donc, je vois ici dans les questions qu'on parle de période de retour, mais c'est une notion qui va être abordée un petit peu plus loin dans la présentation. Je vais expliquer en quelques points, dire là, qu'est-ce qu'une période de retour. Pom. Attendez, je ne vois plus le slide, je récupère. Voilà. Alors, donc là, on parle de modélisation, mais en réalité, qu'est-ce que c'est une modélisation? Eh ben, c'est une représentation simplifiée et abstraite de la réalité. Donc l'idée, c'est de représenter certains processus. Donc évidemment, on ne peut pas modéliser l'ensemble d'un environnement. Donc on va s'intéresser à certains comportements. On pourrait dire, ici par exemple, on a un écoulement d'eau en surface libre. Donc on se dit, bah, tiens, comment est-ce qu'on pourrait représenter cet écoulement de l'eau? Donc on va travailler avec des équations mathématiques, des phénomènes physiques qui vont pouvoir représenter ces différents écoulements, ces différents comportements. Donc, il y a des modèles ici, on parle de modélisation hydrologique et hydraulique, mais il y a des modèles aussi météorologiques. Enfin, voilà, il y en a de toutes sortes. Et l'idée du modèle, ça va être de comprendre ce qui se passe, comprendre un phénomène complexe. Et quand un modèle est calibré, quand un modèle, enfin, je veux dire, qu'on est certain du fonctionnement du modèle, à ce moment-là, on pourra faire des prédictions, tester faire d'autres tests pour vérifier que, enfin, voilà, pour essayer d'aller plus loin avec l'utilisation du modèle. Alors, petit sondage. Ouais, je lance ça ensuite. Ouais.
Le deuxième sondage qui traite de ce... Je t'invite. Normalement, Ah, c'est ouais, la il y a différence entre un modèle hydrologique et hydraulique, si j'ai bonne mémoire. c'est bien ça. Oui, Bon, il y a un problème. Je t'invite à avancer, Emilien, désolé. pas de problème. Mais sinon, bah voilà, je peux poser la question comme ça, sans le sondage. Voilà, est-ce que vous avez... Ah, voilà, Ah c'est ben bon, c'est bon, le ça. voilà justement. Et quelle est donc l'idée, c'est d'essayer de voir la différence entre un modèle hydrologique et hydraulique. Donc il y a quelques propositions, il faut choisir la seule qui est correcte. Il y a un peu plus de temps de réflexion, je vois, parce que ça se Oui, répond moins vite. c'est des phrases un peu plus longues et ça rappelle peut-être des mauvais souvenirs à ceux qui, aux études, avaient la chance d'avoir des QCM et de se prendre la tête pour essayer de comprendre la question. Voilà, on va bientôt arriver à plus de 150 réponses. Voilà, je vais partager les résultats. Alors, voilà, à propos de l'hydrologie et de l'hydraulique, quelle proposition est correcte? Alors, on a 1% qui a mis l'hydrologie et l'hydraulique sont synonymes. 66% l'hydraulique s'intéresse à l'écoulement de l'eau, notamment dans la rivière. 15% l'hydraulique permet de transformer une pluie en débit. Et 18% l'hydrologie permet de prévoir et d'étudier des phénomènes météo. Emilien, je te laisse. Oui, ben on va justement expliquer ces différentes notions. L'hydrologie, en fait, c'est un modèle qui permet de transformer une pluie en débit. Donc, on va rentrer dans le modèle une pluie en millimètres. Donc, ça, on va revenir dessus par après, mais un millimètre, c'est en fait 1 litre par mètre carré. C'est une convention qui est régulièrement utilisée en hydrologie. Et donc, on transforme cette pluie en débit et plus précisément en hydrogrammes. Donc, c'est un beau mot pour dire que c'est l'évolution du débit au cours du temps. Du point de vue de l'hydraulique, à ce moment-là, on va utiliser aussi des débits, mais ici, le débit, ce sera l'entrée dans le modèle et pas la sortie. Et donc, le débit va être transformé en écoulement, donc c'est-à-dire en hauteur d'eau, en emprise inondée, en vitesse d'écoulement. Et donc, c'est ça la grande différence entre l'hydrologie et l'hydraulique. Alors, par rapport à la modélisation hydrologique, un modèle qui est assez régulièrement utilisé en Wallonie, c'est le modèle SCSCN. Donc, c'est un modèle empirique qui est relativement facile à mettre en œuvre et qui permet d'être utilisé sur des bassins versants non jongés. Donc, ça veut dire où il n'y a pas de station de mesure et où on ne peut pas comparer le modèle à la réalité. C'est un modèle qui présente cet avantage de pouvoir être un peu réalisé un peu partout, entre guillemets, même si ça reste un modèle rural donc qui s'appliquera beaucoup moins bien pour des contextes urbanisés. Donc, c'est un modèle américain. Donc, la première chose, premier élément dans le modèle, c'est une fonction de production. Donc, quand il y a une précipitation, la goutte va arriver sur le sol et soit elle peut ruisseler, soit elle peut s'infiltrer dans le sol. Et cette part de ruissellement, en fait, va être calculée par la fonction de production. Donc, c'est-à-dire on va considérer une hauteur d'eau précipitée. Donc, c'est ce que je disais avant, on utilise souvent les millimètres de précipitation, c'est-à-dire 1 litre par mètre carré. Et on va transformer cette hauteur d'eau précipitée en hauteur d'eau ruisselée. Donc, ça paraît un peu bizarre parce qu'on aurait envie de dire, bah, tiens, on aurait envie de travailler qu'un volume précipité, un volume ruisselé. Mais ici, c'est plus ou moins la même idée. Alors, qu'est-ce qu'il y a besoin en fait pour cette fonction de production? On a d'abord besoin de précipitation. Alors, les précipitations, on peut par exemple avoir comme ici des pluies radars qui sont partagées par l'IRM. Donc, c'est des mailles d'1 kilomètre sur 1 kilomètre. Ici, la résolution temporelle, c'est de 5 minutes. Il me semble que les données horaires ont été partagées récemment par l'IRM, si je ne dis pas de bêtises. Euh,
On peut aussi travailler avec des pluviomètres. Donc, le SPW, on a une multitude répartie en Wallonie. Donc, on va utiliser un pluviomètre et on va créer un polygone qui est en fait la zone d'influence de ce pluviomètre. Donc, on va considérer que dans toute la zone proche du pluviomètre, eh bien, la pluie qui a été mesurée en ce pluviomètre eh bien, correspond à la pluie qui est tombée sur toute la zone autour. Donc, c'est aussi une hypothèse qu'on fait. On peut travailler aussi avec des pluies synthétiques, donc c'est-à-dire des pluies qui vont être associées à une période de retour, donc une probabilité d'occurrence. Donc, c'est des pluies qui, en réalité, n'existent pas. Elles sont totalement créées. Et l'avantage qu'elles ont, c'est qu'elles sont associées à une certaine statistique. Et donc, on sait dire que la pluie a une période de retour de 50 ans, par exemple, ou de 100 ans. Et donc, ça, c'est cet avantage-là. Et donc, en fonction de ce qu'on fait, on va pouvoir utiliser une pluie ou l'autre. Voilà, les pluies radars, en général, c'est la résolution la plus précise, mais c'est parfois des données qui sont plus difficiles à avoir. Les pluviomètres, ils sont partagés sur le site d'hydrométrie, sur le site du SPW, donc ça, c'est des données qu'on peut facilement récupérer. Et les plus synthétiques, à ce moment-là, c'est pour des événements plus particuliers, pour des analyses plus du risque et plus liées à la probabilité. Les deux autres données dont on a besoin pour la fonction de production, c'est d'abord l'interception initiale. Donc, c'est un paramètre qui considère que une partie de l'eau va d'abord s'infiltrer dans le sol. Donc, le ruissellement ne se fait pas directement. Donc, l'eau s'infiltre dans le sol. Et quand le sol est saturé, à ce moment-là, l'eau ruisselle et ne s'infiltre plus. Et donc, c'est ce paramètre-là qui représente ce phénomène. Donc, avec le modèle SCSCN, c'est assez binaire. Donc, on va dire que toute la pluie s'infiltre. Et puis, à un moment donné, lorsque le réservoir est rempli, à ce moment-là, tout ruisselle. Donc, c'est très binaire. Même si dans la réalité, c'est des processus qui sont évidemment plus complexes que ça. Et le troisième paramètre, c'est ce qu'on appelle le curve number, le coefficient CN. Et c'est un coefficient qui mesure la propension d'un sol à infiltrer plus ou moins l'eau. Donc, si on considère, par exemple, un parking, on se dit, bah, voilà, parking, l'eau ne va pas s'infiltrer. À ce moment-là, on aura un coefficient CN très élevé, donc on va dire proche de 100. Donc, en général, on est plutôt du côté des 98. Et à l'inverse, si on a une belle petite prairie, à ce moment-là, on aura peut-être un coefficient plus proche peut-être de 40, un coefficient qui va permettre à l'eau de ruisseler beaucoup moins vite et de s'infiltrer davantage. Et pour calculer ce coefficient, eh ben, il y a moult manières de faire, mais par exemple, c'est de travailler avec les coupes hydrologiques des sols. Donc, c'est-à-dire de considérer la qualité du sol en termes d'infiltration. Donc, un sol A, par exemple, ce serait du sable. On va se dire l'eau va s'infiltrer très rapidement, très facilement dans le sol. Alors qu'en groupe D, là, ce sera par exemple de l'argile assez compacte où l'eau aura beaucoup de mal à pénétrer dans le sol. Et en parallèle, on va avoir aussi l'utilisation ou l'occupation du sol en fonction de l'usage qu'on en fait. Donc, si on a par exemple un beau polders avec du sable, si on met un parking dessus avec du bitume, ben voilà, l'eau ne va pas s'infiltrer même si c'est du sable. Donc, on va croiser l'utilisation qui est faite du sol avec les propriétés du sol, ce qui permettra d'obtenir une valeur de coefficient pour les différents croisements entre les deux. Le deuxième grand élément du modèle SCS, c'est la fonction de transfert. Donc, précédemment, on a calculé la quantité d'eau ruisselée, mais maintenant, on aimerait bien avoir la quantité d'eau qui arrive au cours du temps à l'exutoire, donc c'est-à-dire au point le plus bas du bassin versant. Et pour ce faire, eh bien, on va utiliser, par exemple, ici la méthode de l'hydrogramme unitaire, qui, pour chaque pas de temps, on va calculer une répartition de l'eau, une évolution de l'arrivée de l'eau à l'aval, et on va sommer tous ces pas de temps ensemble pour obtenir un hydrogramme, donc c'est-à-dire le débit au cours du temps qui arrive à l'aval de notre bassin versant. Donc c'est peut-être parfois un peu plus nébuleux cette partie-là. Alors, ce dont on a besoin en fait pour cette partie-ci, pour la fonction de transfert, on a besoin d'un temps de concentration. Et en réalité, qu'est-ce que c'est? C'est simplement le temps qu'il faudra à une goutte qui tombe sur un bassin versant. Si la goutte tombe à l'endroit le plus loin, il lui faudra un certain temps pour voyager dans le bassin versant et arriver jusqu'à l'aval. Et c'est ce temps en fait qui est nécessaire, enfin, qu'on doit calculer.
Donc, il y a beaucoup de formules qui permettent d'obtenir ce temps de concentration. Elles vont notamment utiliser la surface du bassin versant, sa pente, la longueur du chemin qui va être parcouru par la goutte, etc. Et voilà, donc ça, c'est des résultats. Donc ici, on a un modèle hydrologique qui était appliqué sur plusieurs sous-bassins versants. Donc chaque petit sous-bassin versant a un modèle hydrologique, enfin, est calculé avec un modèle hydrologique. Et à l'aval de chaque petit sous-bassin versant, on obtient donc un hydrogramme qui est ici donc l'évolution du débit au cours du temps. Donc on a bien la pluie qui est affichée et le débit au cours du temps qu'on obtient. Donc ça, c'est une utilisation des modèles hydrologiques qui est faite, ce qui est souvent fait en général dans les projets ou dans des marchés. C'est souvent ce type de modèle qui est appliqué. Bon, voilà, il en existe d'autres, des modèles qui permettent notamment de tester l'influence d'aménagement de l'aménagement du bassin versant, en testant par exemple certaines pratiques culturales ou enfin, voilà, certaines occupations du sol et modes de gestion du territoire. Et donc là, c'est des modèles qu'on dit physiquement basés, où derrière, il y a des équations physiques qui permettent de représenter certains processus. Au niveau de la modélisation hydraulique, alors, un concept qu'on trouve rapidement en modélisation hydraulique, c'est les différents types de modèles. Donc, on parle souvent de modèles 1D, 2D, 3D, parfois pas simple à comprendre. Donc, le modèle 1D, c'est comme on voit ici, c'est un ensemble de sections en travers. Donc, c'est des coupes du cours d'eau qui sont successivement placées dans le modèle et l'eau va transiter de profil en profil dans le cours d'eau. On a aussi la modélisation 2D, donc c'est ce qu'on voit ici, c'est un maillage. Comme ici, par exemple, à gauche, c'est un maillage où on peut voir les hauteurs d'eau en chaque maille. Et la modélisation 3D, donc ça, c'est plutôt réservé à l'étude d'ouvrages en particulier. Donc, c'est des modèles qui sont très précis, mais qui sont réalisés en général sur des très petites zones. Donc, ça pourrait être sur un ouvrage, sur la pile d'un pont, par exemple. Ça, c'est quelque chose que nous, en tout cas, en interne, au cours d'eau non navigable, on ne travaille pas avec des modèles 3D. On travaille en général avec des modèles 1D, 2D. Donc, on représente le lit mineur du cours d'eau en 1D et on va représenter les écoulements dans les plaies inondables en 2D sous forme de mailles. Ou on travaille parfois avec des modèles 2D complets. Donc, on représente des mailles aussi bien dans le lit mineur que dans le lit majeur du cours d'eau. Ouais, il existe encore d'autres, évidemment, d'autres modèles. Il y a aussi des modèles 1D casiers. Enfin, voilà, il y a encore une multitude d'autres possibilités. C'est souvent les modèles 1D, 2D ou modèles 2D qui sont régulièrement rencontrés. Alors, au niveau de l'hydraulique, la première étape, c'est la récolte de données. Donc, des données, il y en a une multitude. Et c'est ça qui est parfois un petit peu complexe en modélisation. C'est qu'en fait, on est un peu au carrefour de plusieurs disciplines différentes et on doit récolter des données d'un petit peu partout pour compléter notre modèle, notamment la topographie. Il faut qu'on ait la topographie du lit mineur du cours d'eau, donc on va dire du cours d'eau en lui-même, et du lit majeur, donc des plaines inondables. Donc la topographie, c'est souvent une des données, enfin, voilà, c'est une donnée vraiment importante et c'est compliqué de pouvoir s'en passer. Et donc il y a tout un travail aussi sur la génération l'obtention de ces données qui peut aussi être un travail en soi. On doit avoir des données aussi sur les ouvrages d'art. Donc, quand on parle d'ouvrage, c'est tout élément qui peut modifier l'écoulement. Donc, ça peut par exemple être un pont, un seuil, un barrage, une vanne. Bon, voilà, ça peut être par exemple un moulin, parce que c'est une succession de vannes et de seuils en général. Voilà, c'est tous les éléments qu'on va retrouver dans le cours d'eau, enfin, du moins qui peuvent modifier l'écoulement. Ensuite, on a besoin de données limnimétriques. Donc, la limnimétrie, en fait, c'est
on a des collègues qui travaillent donc sur cette thématique. Donc l'idée, c'est de mesurer la hauteur du cours d'eau et de transformer cette hauteur en débit. Parce que c'est assez compliqué de mesurer un débit. Donc, on va sur hydrométrie, sur le site d'hydrométrie, vous avez peut-être déjà été, vous voyez le débit qui est affiché et vous dites, ben voilà, c'est la valeur. Mais derrière tout ça, il y a énormément de travail parce qu'un débit, c'est assez complexe à mesurer. Et bon, la plupart des limimètres, des stations de mesure de la direction des cours d'eau non navigables, c'est des mesures à la hauteur, donc c'est-à-dire que c'est un capteur de pression. Et nos collègues réalisent des coupes de tarage, c'est-à-dire une relation entre la hauteur et le débit qui permettent d'estimer le débit en fonction de la hauteur. Donc, c'est des données, que ce soit les données de hauteur ou de débit, c'est des données qui sont assez importantes dans le modèle. Parce que sans ça, ben, voilà, on a un modèle qui tourne, mais où il n'y a pas d'eau qui transite. Ensuite, on a besoin d'archives. Donc, ça peut être des photos, des vidéos, des emprises de crues, des cartes, des articles de journaux, etc. Tout ce qui permet en fait de documenter la crue. L'idée, en fait, c'est quand on fera tourner le modèle, c'est de comparer le modèle à la réalité. C'est de voir si le modèle représente fidèlement les processus ou est-ce il est un petit peu à côté de la plaque. Et donc, c'est important d'avoir ces données-là qui permettent au modélisateur, d'une part, d'alimenter sa réflexion et d'autre part, de pouvoir apprécier la qualité du modèle. Et puis, une donnée à laquelle on pense peut-être pas de prime abord, c'est un modèle existant, parce qu'il arrive régulièrement que des cours d'eau ont déjà été modélisés. Et donc, parfois, un modèle existe déjà, moyennant voilà, certaines peut-être mises à jour dans certains cas, mais parfois des modèles peuvent directement être utilisés. Et donc, vous voyez par exemple ici, je ne vais pas expliquer, mais il y a quelques coupes ici. Par exemple, vous avez une coupe en travers d'un ouvrage et il y a aussi un plan terrier. Donc, c'est toutes des données qui permettent au modélisateur de pouvoir encoder les ouvrages dans son modèle. Alors, quand on a récolté toutes les données, c'est le moment où on peut commencer à construire le modèle. Donc, on doit intégrer les différentes données dans le modèle et on va faire une conversion en fait de la donnée en éléments. Donc, voilà, on a une section en travers. Ben, dans le modèle, ça s'appelle ça s'appelle aussi une section en travers. Donc là, c'est assez simple. Bon, par rapport à l'emprise des bâtiments qu'on va représenter sous certains types de polygones qui ont certaines propriétés. Et donc, il faut chaque fois introduire dans le modèle ces différentes données et puis leur remplir les petites cases correspondantes aux différentes propriétés, aux différentes valeurs qui peuvent être données. Vous voyez par exemple ici une section en travers qui est importée, donc avec les différents niveaux, les différents points, les coordonnées X, Y et Z des différents points. Donc, je le disais avant, la topographie, c'est un élément clé pour faire un modèle hydraulique. On peut avoir, par exemple, des sections en travers. Vous en voyez une à gauche. Donc, si on fait un modèle, comme je disais tout à l'heure, un D2D, donc le lit mineur du cours d'eau est représenté par une succession de coupes en travers. En général, chez nous, on travaille plus ou moins comme ça. C'est une section en travers maximum tous les 25 mètres. Donc ça, c'est en théorie. En pratique, il y en a beaucoup plus que tous les 25 mètres parce qu'on fait des sections lorsque il y a des changements du gabarit du cours d'eau, s'il y a des rétrécissements, par exemple, s'il y a des ouvrages, lorsqu'il y a des méandres, on fait aussi une section avant le méandre, au centre du méandre et en sortie. Donc voilà, c'est comme ça en général que nous utilisons les données topographiques. Enfin du moins pour le lit mineur. Et dans le lit majeur, on peut notamment utiliser le modèle numérique de terrain qui est donc disponible pour toute la Wallonie et ce sont des mailles de 50 cm sur 50 cm qui représentent représentent le terrain. Donc il y a pour chaque maille une valeur d'altimétrie. Hop. Voilà. Ensuite, on va représenter les différentes structures hydrauliques. Donc, je disais avant, ça sont par exemple les ponts, les passerelles, les pertuis, les seuils, les vannes et les bâtiments. Et donc,
qu'est-ce qu'on doit représenter? Eh bien, on va représenter l'écoulement de l'eau sous le tablier du pont, donc on va dire l'écoulement classique. On va aussi représenter la face du pont avec l'écoulement qui peut se faire par le dessus le pont. Donc, comme quand le pont, on veut dire, se met en charge, à ce moment-là, on va avoir des débordements et donc on va représenter ces différents processus. Donc, il faut représenter ces éléments, on va représenter aussi la longueur de l'ouvrage, etc. Et on peut également représenter des bâtiments, parce que ces bâtiments peuvent être aussi un obstacle à l'écoulement. Et dans notre analyse, on est aussi intéressé de savoir combien de bâtiments peuvent être touchés, par exemple. Et donc, l'emprise des bâtiments est également ajoutée dans le modèle. Ensuite, on aura besoin de travailler sur la résistance à l'écoulement, sur le coefficient de Manning. Donc, c'est parfois une notion un petit peu plus complexe à comprendre. Mais si on imagine un cours d'eau tout lisse, avec peu de végétation, ou à l'inverse, on va reprendre un cours d'eau avec énormément de rochers, avec beaucoup de végétation sur les berges, et même parfois dans le cours d'eau, bah, évidemment, l'écoulement ne va pas se faire de la même manière. Et donc, la résistance à l'écoulement est représentée par ce qu'on appelle un coefficient de Manning, qui est en réalité un peu une boîte noire, parce qu'il reprend la rugosité, ça peut être la rugosité du fond du cours d'eau, la rugosité de la sinuosité du cours d'eau. Enfin, c'est tous ces éléments qui sont repris sous un coefficient. Donc, on a d'abord le coefficient, bon, ici, c'est un modèle 1D, 2D, donc on a un coefficient polylimineure. Et on a un coefficient. Donc, en général, c'est souvent le même coefficient plus ou moins partout ou par zone. On ne change pas le coefficient de 100 mètres en 100 mètres. En général, c'est un coefficient général pour une zone donnée. Et on peut aussi avoir un coefficient de Manning pour la rugosité dans le lit majeur. Donc, quand le cours d'eau déborde. Bon, ici, c'est un exemple. Donc, j'avais par exemple pris des zones de forêt, de culture, de prairies et de voirie. Et la zone 2D, qui est en fait la zone par défaut quand aucune des classes ne peut être attribuée. Mais ici, voilà, dans certains cas, ces classes peuvent être un peu complexifiées ou à l'inverse, ça peut arriver aussi qu'on n'utilise qu'une seule classe et qu'on ne différencie pas avec les différentes occupations du sol. Donc, voilà, c'est parfois un petit peu compliqué de faire une généralité en sachant que chaque fois, en fonction des besoins, en fonction un petit peu aussi des modélisateurs, bah, on aura parfois des différences. Et le dernier élément, ce sont les conditions limites. Donc, le modèle, comme on l'a créé précédemment, bah, voilà, potentiellement il fonctionne, mais il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau dedans. Donc pourtant, c'est ce qui nous intéresse de voir les écoulements. Donc, on va rajouter de l'eau dans le modèle. Euh, on peut avoir aussi, bon, je vais afficher les autres trucs. D'abord, pour ajouter de l'eau, ça peut être des injections, ce qu'on appelle d'hydrogrammes. Donc, comme je disais tout à l'heure, le modèle hydrologique, on a obtenu les hydrogrammes, donc les débits au cours du temps. Et ces débits peuvent être injectés à différents endroits du modèle. On peut travailler aussi avec un limimètre. Donc, si on se dit, bah, par rapport à ma zone d'étude, j'ai un limimètre qui est tout près, eh ben, on peut utiliser aussi directement les débits du limimètre dans le modèle. On peut utiliser aussi d'autres conditions un petit peu plus particulières, donc des conditions normales. Donc là, c'est simplement considérer que la surface de l'eau est parallèle au fond du cours d'eau, ou un mur vertical. Donc ça, c'est un mur infiniment grand et qui empêche l'eau de sortir du modèle, parce qu'il peut arriver que ben, voilà, l'eau va arriver à la limite du modèle, et si on laisse l'eau sortir à ce moment-là, le modèle ne va pas tourner, ou du moins on aura des résultats incohérents. Donc, ce qui peut arriver qu'on doive choisir certaines conditions. Et il en existe encore d'autres que celles que j'ai présentées ici. Parfois, on applique aussi un nombre de fruits. Enfin, voilà, pas rentrer dans les détails. Alors, le modèle, là, il est construit, il fonctionne, mais est-ce que les paramètres qu'on a choisis sont les bons paramètres? Parce que, bon, voilà, on prend des tables, on vérifie dans la littérature et dans les connaissances qu'on a pour prendre des valeurs cohérentes, mais chaque étude, chaque cas est un peu différent. Et donc, il faut essayer de trouver le meilleur
la meilleure combinaison de paramètres pour représenter au mieux les processus. Et donc, c'est ce qu'on va faire via l'étape de calibration. Donc, c'est une étape qu'on ne peut pas toujours faire. Donc, ça dépend si on a des données, donc si on a des photos des emprises inondées, si on a des limimètres. Voilà. Donc, si on peut comparer on va dire à la réalité, ce qui n'est pas toujours possible, malheureusement. Donc ici, on peut comparer des photos de crue. C'est une photo qui a été prise avec un vol en hélicoptère où on voit donc si on a Clabec, on voit toute la zone inondée. Et on peut comparer ici avec les résultats du modèle. C'est se dire, bah, tiens, cette rue-ci, elle est inondée. Moi, dans mon modèle, bah, elle n'a pas l'air inondée. Donc ça, c'est une différence. Voilà, on essaye un petit peu de comparer. Et on peut travailler aussi sur les débits. Donc là, on a une station millimétrique où on voit en noir le débit réel observé et différents résultats. Donc en bleu, c'est le premier résultat avant calibration, et puis en orange, un résultat intermédiaire, et en vert, le résultat final, le produit final après calibration. Et donc, bon, évidemment, il y a toujours des différences entre la réalité et la modélisation. Voilà, on ne peut pas toujours représenter tous les processus. Donc, on voit par exemple ici qu'il y a des différences, mais dans l'ensemble, on va dire que voilà, les courbes ont l'air de représenter plus ou moins la réalité. Donc, au travers de cette calibration, on fait une analyse des résultats fournis par le modèle pour des événements qui sont connus. Donc, on va dire, bah, tiens, ici, c'était novembre 2010, ça pourrait être le 15 juillet 2021. On reprend l'événement connu et on va ajuster certains paramètres. Donc, on fait tourner le modèle, on change un paramètre, on refait tourner le modèle, on regarde l'effet que ça a et on recommence jusqu'à avoir des résultats suffisamment satisfaisants. Alors, la calibration, ça permet aussi de voir dans quelle mesure on peut se fier au modèle, se dire, bah, tiens, j'ai quand même l'impression que les processus que je représente sont assez bien, que j'essaie de représenter sont assez bien représentés dans le modèle. Ou à l'inverse, parfois, bah, voilà, il y a des limites et les résultats ne sont pas à la hauteur de ce qu'on espérait. Ça peut également arriver. Donc, on en parlera tout à l'heure, mais par exemple, qu'on a des embâcles, c'est quelque chose qui ne peut pas être modélisé et donc qui peut faire évidemment des grosses différences sur les résultats obtenus. On en reparlera tout à l'heure, donc des différentes limites d'un modèle. Et donc, quand le modèle est calibré, à ce moment-là, on peut commencer à l'utiliser pour comprendre des phénomènes. Donc, on pourrait se dire, bah, tiens, telle rue est inondée, comment ça se fait et d'où vient l'eau? On peut faire tourner le modèle et voir, essayer de comprendre d'où vient l'inondation. On peut aussi essayer d'étudier des aménagements qui peuvent être futurs. Donc, on va se dire, bah, tiens, moi, dans le futur, j'aimerais bien décaisser cette partie du cours d'eau ou on va agrandir le gabarit du cours d'eau, reculer un mur, par exemple. Et donc, on teste des aménagements futurs. On peut travailler aussi sur des aménagements existants, se dire, bah, tiens, est-ce qu'on pourrait optimiser le fonctionnement d'un aménagement? Mais bon, ce qui est parfois un peu compliqué, c'est que dans un modèle hydraulique, on a énormément de résultats. Et donc, il est possible d'en exporter pas mal, mais c'est souvent compliqué d'en exporter beaucoup. Et en général, c'est, on dirait, le plus intéressant. Mais derrière un modèle, quand on est directement dans le modèle, eh bien, on a accès à une multitude de données. Donc ça, je vais y revenir dessus. Et donc, il faut savoir juste pour les résultats qu'il y a une discrétisation qu'on dit spatiale et temporelle. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, c'est l'espace, c'est un environnement continu. Donc, voilà, c'est quelque chose de complet. Mais dans l'informatique, les environnements continus, c'est pas possible de représenter. On a représenté des coupés en petits morceaux. Et donc, on va couper l'espace en petits morceaux. C'est les mailles qu'on trouve dans notre modèle. Les différentes mailles qui représentent où on peut voir les hauteurs d'eau. Ça, c'est un type de discrétisation spatiale. Et on va discrétiser aussi dans le temps. Parce que le temps, comme l'espace, c'est quelque chose de continu. Et on va couper le temps en différentes sections. Et on va dire, voilà, on va faire tourner le modèle
aujourd'hui à demain avec un pas de temps de 5 secondes, par exemple. Et donc, on a des résultats qui sont pour ces différentes discrétisations spatiales et pour ces différentes discrétisations temporelles. Donc, des résultats à différents endroits, à différents moments. Donc, si on reprend les résultats dans la partie 1D, donc c'est-à-dire dans le lit mineur du cours d'eau, on peut, par exemple, avoir des hauteurs d'eau. On peut aussi avoir des niveaux d'eau. Donc, ça, c'est en mètre DLG, donc mètre deuxième nivellement général, donc c'est-à-dire niveau de référence par rapport au niveau de la mer. On peut avoir connaître le débit au cours du temps. On peut aussi avoir d'autres paramètres comme un nombre de foudres, une vitesse d'écoulement, le volume qui a transité dans le cours d'eau. Et ici, une petite vidéo d'une section, un profil en long. Donc ça, c'est le long, comme si on regardait le cours d'eau en coupe longitudinale. Et donc, on peut voir au fond en brun, donc ça, c'est on va dire le sol qui est modélisé. On a par exemple, comme ici, des pertuis, donc des ouvrages qui sont représentés. Et donc, on peut voir le niveau d'eau au travers de ce profil. Au niveau de la modélisation, enfin toujours au niveau de la modélisation hydraulique, oui. Et au niveau, on est toujours au niveau des luminaires, pardon. Donc, je disais tout à l'heure l'hydrogramme qu'on voit ici, en bas, donc le débit au cours du temps. On peut voir aussi dans chaque section au travers la hauteur d'eau. Et en fait, ici, donc, on a tous les éléments liés au lit mineur, mais souvent, ce qui nous intéresse, c'est le lit majeur, de savoir que dans le lit mineur, il y a 1,20 m ou 1,30 m d'eau. Dans certains cas, ça nous intéresse, mais souvent, ce qui nous importe le plus, c'est de savoir dans le lit majeur, connaître, par exemple, des hauteurs d'eau. Donc, on peut voir ici pour les différentes mailles ces hauteurs. On peut avoir des niveaux d'eau, pareil par rapport au niveau de référence DLG. On peut connaître aussi des débits qui transitent. La direction de l'écoulement, donc savoir dans quel sens s'écoule l'eau. Le nombre de foot, ça aussi. Les vitesses. Donc ça, c'est intéressant aussi parce que les hauteurs d'eau peuvent être problématiques, mais les vitesses peuvent également être un problème. Et puis, on peut avoir aussi des durées de submersion, donc savoir si quand l'eau est arrivée, combien de temps l'eau est restée à cet endroit-là et quand est-ce que l'eau est sortie de la maille. Donc, c'est aussi des données qu'on a. Alors, l'avantage de pouvoir utiliser un modèle, c'est qu'on a les données pour différents pas de temps. Et donc, on voit ici l'eau qui sort du lit mineur du cours d'eau et qui va inonder les plaines inondables. Donc, vous voyez ici. Et ce côté dynamique qui est vraiment intéressant. Voilà, non, en général, les résultats qu'on sort sont les hauteurs ou les vitesses ou les emprises maximales. Mais il est évidemment possible de connaître ces données-là à différents moments. Et on peut avoir, par exemple, du niveau d'eau dans la maille, par exemple. Voilà, c'est plus anecdotique. Concernant les usages d'un modèle, il y en a plusieurs. Parce que voilà, c'est pas toujours simple quand on a le modèle de savoir qu'est-ce qu'on va en faire. C'est toujours intéressant, on en parlera après, lorsqu'on pense à un marché, de savoir clairement aux questions, enfin, les questions auxquelles on souhaite répondre. Et donc, on peut, par exemple, avec un modèle, faire un diagnostic hydraulique. Se dire, bah, tiens, ici, moi, je vois que ça déborde et que le débordement a l'air de venir de l'ouvrage. J'ai ici un ouvrage où la section a l'air assez limitante. Tiens, je regarde, ah ben, je vois que le débit maximal admissible sous l'ouvrage, c'est de 12 mètres cubes par seconde. Et donc, ce qui fait que l'ouvrage se met rapidement en charge et l'eau déborde. Rassurez-vous, cet ouvrage-là a été changé depuis et maintenant, il y a beaucoup moins de problèmes. Sinon, deuxième utilisation, c'est l'étude d'aménagement. Donc ça, j'en parlais un petit peu avant. Donc, on va intégrer dans le modèle une situation future. Donc, on peut faire des modifications de la topographie. Donc, ici, par exemple, on avait le cours d'eau qui prenait cette trajectoire-ci, et le cours d'eau où il y a des méandres qui ont été recréés. Et donc, on a donc modifié la topographie.
On peut modifier aussi des ouvrages, changer un pont par exemple, changer le gabarit pour voir si ça va avoir un impact. Euh, et après, on peut tester d'optimiser ou du moins tester l'effet de différents scénarios et de différentes variantes. Le scénario, on va dire, c'est un endroit en particulier étudié et une variante, c'est plusieurs tests qu'on va faire. On va dire, par exemple, un mur, on va dire que le mur, il va faire 50 cm et puis 75 et puis 90 cm, par exemple, et on teste différentes modalités pour le même scénario. Et on peut faire une comparaison, donc avant, après aménagement, en comparant, ben ici, on voit par exemple qu'en rive droite, il y a davantage d'inondations après que la réalisation de méandres. Le dernier usage qui peut être fait d'un modèle, c'est la cartographie du risque d'inondation. C'est une des données qui peut être utilisée dans le processus de cartographie. Donc, ces données sont associées à une probabilité, donc une période de retour. Donc ça, on va revenir dessus juste après. Donc, on a les étendues inondées, les hauteurs d'eau, les vitesses qu'on peut sortir pour différentes probabilités d'occurrence. Et donc, j'ai tendance à souvent à penser qu'en fait, quand on fait une étude hydraulique, on n'est jamais vraiment perdant, dans le sens où parfois, enfin, on essaie de faire d'étudier un aménagement. Et ben, voilà, quand l'eau est dans le cours d'eau, souvent, on ne sait pas faire des miracles. C'est compliqué de pouvoir. Enfin, on n'a pas toujours des aménagements qui permettent vraiment de protéger à la hauteur de ce qu'on souhaiterait. Et donc, au moins, la cartographie du risque, ça permet de savoir, ben voilà, en tout endroit du territoire, on peut savoir quel est le niveau de risque auquel on peut être confronté. Alors, un petit sondage, justement, sur les périodes de retour. Voilà, il est lancé. Parfait, merci. Bon, c'est réfléchi aussi parce qu'il y a de nouveau un peu plus de temps. Oui. Un peu, mais alors voilà. Donc là, ça monte un peu. C'est- Je pense que c'est assez représentatif. Donc voilà, je vais mettre fin au sondage et partager les résultats. Donc voilà, sur 170 personnes, on a 27% des personnes qui ont répondu que lorsqu'on parle d'une période de retour de 100 ans, en passant en 100 ans, on observera obligatoirement un tel événement. 4% qui nous ont dit que la valeur de pluie ou de débit correspondante ne change jamais. Et enfin, 70% qui ont dit qu'il y avait une chance sur 100 qu'elle survienne chaque année. Voilà, c'est bien juste. Et encore hier, dans une discussion, voilà, quelqu'un me disait que un élu local proposait de faire un aménagement de, je sais plus, c'est une période de retour de 50 ans ou de 100 ans, en se disant que ben, sous sa législature, à ce moment-là, d'ici là, il sera plus bourgmestre ou plus élu du moins. Ben, voilà, donc c'est malheureusement, c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Et donc, c'est bien Euh, la troisième réponse, c'est très bien, vraiment troisième réponse, c'est majoritaire qui est ça. juste. Ouais, il y a une chance sur 100 chaque année que ça survienne. Et donc, je vais reprendre, expliquer en quelques mots. Donc, la période de retour, c'est le temps moyen qui va s'écouler entre deux événements successifs d'une intensité définie. Donc, comme le résultat le disait, donc une chance sur 100 chaque année qu'une période de retour de 100 ans arrive. Quand on parle d'une période de retour, c'est une probabilité qui est tirée sur base d'une série de données. Si c'est une pluie ou un débit, il y aura évidemment des différences. Donc, une probabilité d'une période une période de retour d'une pluie mise sur un bassin versant, on n'obtiendra pas spécialement la même période de retour de débit. Parce que plus le bassin versant, plus la région est grande, moins il y a de chances qu'une pluie très forte s'abatte sur une grande région. Et à l'inverse, si on a un petit bassin versant, il y a plus de chances qu'une période de retour plus élevée s'abatte dessus. Et donc, c'est ça la différence. Ben voilà, on essaie de travailler avec des débits quand c'est possible, mais évidemment, c'est pas toujours possible. Donc, on travaille aussi avec des périodes de retour de pluie. Donc, si on prend une période de retour de 100 ans et qu'on attend
on attend un certain nombre d'années. Bon, si on attend 2 ans, ben, on aura 2% de chance de rencontrer cette période de retour. Après 5 ans, on a 5% de chance et ça augmente. Et après 100 ans, en fait, on n'a entre guillemets, 63% de chance ou de malchance, plutôt dans l'autre sens, de rencontrer cet événement. Et pour avoir, on va dire, presque 100% de chance de rencontrer une période de retour de 100 ans, il faut au moins vivre jusqu'à 500 ans pour pouvoir en rencontrer une en étant sûr. Donc c'est évidemment différent de se dire que ben voilà, c'est quelque chose qui va arriver d'office d'ici 100 ans. L'avantage de la période de retour, c'est qu'on peut comparer des endroits et des événements différents entre eux. Mais l'inconvénient, c'est que ça évolue constamment. Donc, une période de retour donnée, s'il y a une grosse crue qui, qui, qui a lieu et que les statistiques sont recalculées, eh ben, la période de retour va évidemment changer. Et donc, c'est parfois un petit peu plus compliqué. Et c'est pour ça que dans certains cas, on travaille aussi avec des débits cibles, parce que ça permet d'avoir quelque chose qui ne change pas. Alors, en termes de philosophie d'incertitude et de limite, la modélisation, ça n'a pas réponse à toutes les questions. C'est un outil d'aide à la décision. Donc, ça va apporter des informations, des pistes de réflexion du point de vue hydrologique ou hydraulique, mais ça ne répond pas à la problématique en général dans sa globalité. Mais bon, l'hydrologie hydraulique permet donc bien de pouvoir comprendre les dynamiques d'inondation, enfin, du moins pour l'hydraulique. Donc, la modélisation, elle ne remplace pas l'expérience ni la connaissance de terrain du gestionnaire, mais elle fait partie d'une approche qu'on peut considérer comme étant holistique. Donc, il y a toutes les questions d'hydromorphologie, de la continuité sédimentaire, longitudinale, latérale. Au niveau écologique, par exemple, la libre circulation des poissons, enfin, la relation entre les vivants et leur milieu, etc. On a toutes les questions de génie civil, donc comment est-ce que je vais construire mon ouvrage ou ma digue, pour quelles contraintes, quel dimensionnement, quelle résistance. Des questions d'ordre plutôt économique, avec des balances socio-économiques, balance bénéfice-coût, acceptabilité, etc. L'aspect paysager est aussi assez important. Voilà, on ne va pas construire un mur de 1,50 m en plein centre-ville. Enfin, ça peut arriver, mais en général, on va essayer, du point de vue paysager, d'avoir quelque chose de beaucoup plus acceptable. Et donc, c'est en regroupant toutes ces disciplines qu'on arrive à avoir un projet totalement abouti. Alors, concernant les limites de la modélisation hydraulique, le premier point, c'est que c'est une simplification de la réalité. Donc, on ne représente pas les embâcles, les sédiments. Il y a des modèles qui existent pour les sédiments, mais ce n'est pas quelque chose que, du moins à la DCENN, ce n'est pas quelque chose qu'on utilise actuellement. Donc, on simplifie la réalité. Les situations en général sont rarement simples. Donc, il peut y avoir des combinaisons d'inondations via l'égouttage, via le ruissellement, via la remontée de nappe. Il existe des modèles qui permettent de coupler l'égouttage ou le ruissellement et le débordement. En fonction aussi du modèle choisi, c'est un peu comme les voitures. Si vous avez 4 enfants et que vous allez chercher une Smart, bah, évidemment, ça ne répondra pas à votre besoin. Bah, ce sera la même chose ici avec un modèle. Donc, chaque modèle a ses spécificités et le choix du modèle est souvent important. Le temps de calcul, parce que voilà, ça peut prendre parfois plusieurs heures ou plusieurs jours pour une modélisation. C'est des étapes qui sont assez chronophages. C'est important d'y aller étape par étape. Et donc, ce qui peut faire que parfois ça paraît un petit peu long, mais tout le traitement des données et la vérification qui va avec, c'est quelque chose qui est assez chronophage. Il faut aussi savoir ce que l'on cherche concrètement, parce qu'il y a beaucoup de possibilités et on peut plus ou moins tout représenter, tout modéliser, mais il faut savoir ce qu'on cherche finalement. Et la modélisation demande une certaine expertise, ça demande rigueur, précision et une approche critique. Et comme ben voilà, tout modèle, il y a des incertitudes. Donc l'incertitude, on peut la retrouver dans les données, dans les paramètres, dans les formules, dans les phénomènes et dans les sorties qui sont faites du modèle. Et donc, à donner un petit exemple, pour un lever terrestre, on va dire que
avec une station totale, on est plus ou moins à 3 cm d'erreur quand on mesure un point en Z, donc en altimétrie. Et pour un lidar, comme nous on réalise, donc un lidar topobathymétrique, on est plus ou moins à 10 cm en dehors de l'eau et 15 cm sous l'eau. La valeur de débit, eh ben, il y a entre 10 et 30% d'incertitude. L'hydrologie, il y a entre 20 et 40, notamment les précipitations qui sont parfois assez incertaines. Et donc, comme disait George Box, tous les modèles sont faux, mais certains sont utiles. Et donc, l'erreur globale sur un modèle en hydraulique, on va considérer que c'est environ on va dire inférieur à 30 cm d'eau et plus ou moins 10 à 20% de l'emprise inondée. Et donc, c'est important de réfléchir en termes de valeur et pas en termes en termes d'ordre de grandeur et pas de valeur. Donc, ça sert à rien de regarder la deuxième décimale en disant qu'il y a 30 cm et 30,15 cm. Voilà, il faut essayer de voir plutôt l'ordre de grandeur. Et Alors donc, là, je me oui, permets de te dire, donc il est midi, donc il te oui, reste 10 minutes pour ça roule. Ouais, d'ici 10 minutes, ça devrait aller, je pense. Ouais. Alors, un dernier point concerne les marchés publics en modélisation. Ici, je vais vous donner quelques idées, quelques pistes. Donc voilà, il y a évidemment plein de manières de prévoir un marché. C'est pas toujours, je sais que c'est pas toujours simple. Voilà quelques idées qui peuvent peut-être vous aider, notamment de cerner la problématique. Donc bien savoir si on parle d'inondation par débordement de cours d'eau, par ruissellement, par égouttage ou une combinaison de plusieurs natures. Il faut savoir aussi c'est une fréquence et l'ampleur des événements. Voilà, si c'est arrivé en 2021, en 2018 et en 2010, ben voilà, on sait que c'est arrivé plusieurs fois durant les dernières années. Si c'est par exemple, s'il n'y a jamais eu d'inondation et que c'est arrivé uniquement en juillet 2021, ben voilà, on peut se poser la question de si c'est un événement en particulier ou si c'est quelque chose qui va arriver fréquemment. Et aussi le récepteur de risque, donc voir les vulnérabilités. Une modélisation en plein champ, ça a souvent assez peu d'intérêt. Par contre, si on est en zone urbanisée, à ce moment-là, bah, oui, là, il y a beaucoup plus d'importance de ce point de vue-là. Et bien définir l'objectif de l'étude, donc essayer de formuler une question de recherche. Ça peut par exemple être de quantifier les volumes ruisselés pour différentes périodes de retour au niveau d'un site d'intérêt. Donc ça, ce sera au niveau d'un modèle hydrologique. On peut estimer l'impact des inondations, les hauteurs d'eau, les emprises, les vitesses d'un aménagement, bon, par exemple la remise à ciel ouvert du cours d'eau. On peut aussi réaliser un diagnostic, essayer de comprendre les raisons des inondations, et les raisons du point de vue vraiment hydraulique, parce que sinon il y a évidemment d'autres raisons extérieures comme le changement climatique qui peut être évoqué. Mais voilà, quels sont vraiment le diagnostic des problèmes qu'on peut retrouver au niveau de l'endroit. Alors, quand est-ce qu'on peut utiliser, enfin, quand est-ce qu'on ou on peut utiliser un modèle hydrologique? C'est quand il y a une question de quantification. Donc, c'est quantifier les apports, les débits, les volumes. Et le modèle hydrologique, on est à l'échelle du bassin versant. On peut identifier des zones sensibles en termes de ruissellement. On peut évaluer et dimensionner des ouvrages de gestion des eaux. Et on peut obtenir des débits qui permettront d'alimenter un modèle hydraulique. Quand est-ce que ce sera peut-être moins utile? C'est si, par exemple, on veut informer le public, mais qu'il n'y a pas un besoin spécifique de quantification. Si les volumes stockables, si on veut avoir des volumes stockables, parfois une analyse de la topographie sur base du MNT, ce sera suffisant. On peut aussi utiliser des données directement issues de l'imimètre. Et dans certains cas, si par exemple on a une maison qui va être construite, à ce moment-là, bah, ça aura un impact évident sur le ruissellement, mais ce n'est pas quelque chose qui peut être facilement quantifié ici avec ce type de modèle. Bon, si vous parlez d'un lotissement de plusieurs hectares, bah, peut-être que là, oui, mais dire si c'est une maison, en général, on ne verra pas l'impact avec un modèle SCSCN, par exemple. Du point de vue hydraulique, donc ça va être l'échelle du cours d'eau. On va représenter uniquement le lit mineur, le lit majeur. Donc, on peut étudier l'influence, étudier les aménagements et des modes de gestion du cours d'eau.
Donc, ça peut être une analyse des hauteurs d'eau, des vitesses, des emprises. On peut aussi dimensionner et optimiser des aménagements. C'est utile lorsqu'il y a des modifications substantielles du cours d'eau. On va changer, par exemple, le gabarit du cours d'eau. Bon, si on reconstruit un nouvel ouvrage et veut dire qu'il est identique ou supérieur aux ouvrages assez proches, bon, peut-être une modélisation ne sera pas nécessaire. Mais si on fait des ouvrages assez particuliers, à ce moment-là, oui. On peut aussi comprendre la dynamique des crues, réaliser un diagnostic et cartographier le risque d'inondation. On n'a pas spécialement besoin d'un modèle s'il y a des travaux, des aménagements sans influence. Voilà. Si c'est des zones sans enjeu, donc si on est au milieu de nulle part, on n'a pas spécialement besoin. Et si on n'a pas nécessairement besoin de la connaissance des hauteurs d'eau, des emprises, des vitesses, ce n'est pas toujours nécessaire dans certains cas. Alors, le périmètre de l'étude, au niveau de l'hydrologie, on va essayer de voir l'exutoire, donc c'est-à-dire le point le plus bas du bassin versant. Ça peut être la confluence entre différents cours d'eau. Ça peut être les limites aval communales. Voilà, ou si plusieurs communes se mettent ensemble, par exemple, voilà, on peut avoir la limite de deux communes. Et le bassin versant, ça va être toute la zone qui se trouve en amont. Ça peut être le bassin versant entier. Ça peut être aussi limité au territoire communal. Voilà. Mais tout ce qui est limite administrative complexifie parfois les choses parce que du point de vue hydrologique, ben voilà, le bassin versant constitue un tout. Et donc, ça ne suit pas du tout la logique administrative et des territoires. Et donc, c'est parfois un peu plus compliqué de couper le modèle pour une commune, par exemple. C'est quelque chose qui, je pense, qui peut être fait aussi. Et parfois prolonger jusqu'à un millimètre qui permettra de calibrer le modèle. Et du point de vue hydraulique, il faut identifier un point amont, un point aval, essayer d'estimer la longueur du tronçon modélisé. Et pareil, est-ce qu'on peut prolonger jusqu'à un millimètre s'il y en a un qui est assez proche? Au niveau du niveau d'ambition, parce que voilà, je pense que les ambitions, c'est quelque chose que les idées, on en trouve beaucoup. Après, c'est toujours la question de savoir si ça va rentrer dans l'enveloppe, dans le budget qu'on a prévu. Donc, on peut déjà distinguer l'étude de pré-faisabilité et de l'étude de faisabilité. Et pareil pour le dimensionnement, on peut juste vérifier la possibilité de certains aménagements. Et si les résultats sont concluants, à ce moment-là, passer vraiment au dimensionnement et à l'étude complète de l'aménagement. C'est quelque chose qui peut être scindé. Comme l'étude, on peut étudier un cours d'eau complet, sur tout son linéaire. On peut étudier aussi le cours d'eau seulement un certain tronçon, seulement un petit tronçon. Et on peut faire une étude hydraulique uniquement, mais si par exemple on a construit une digue, au niveau hydraulique, on ne pourra pas répondre à ces questions-là. On pourra fournir des informations qui vont aider à calculer le dimensionnement général, mais ce n'est pas l'hydraulique qui pourra répondre à ces questions-là. Et donc là, on a d'autres disciplines qui peuvent rentrer en compte. Ensuite, au niveau des contraintes et des opportunités, voilà, on peut par exemple avoir les délais. Les marchés publics, ça prend quand même souvent un certain temps, ne fût-ce que pour rédiger le cahier des charges et pour après la réalisation de l'étude. Il faut aussi avoir une estimation des coûts et des possibilités de financement. Voir s'il y a des travaux planifiés et des mesures urgentes, parce que ça peut faire, c'est des raisons qui peuvent faire que on aura besoin des résultats assez rapidement. Et donc, il est toujours possible soit de phaser ou de réduire le niveau d'ambition si c'est nécessaire. Euh, Ensuite, un point important aussi, c'est la collecte de données. Donc, c'est toujours intéressant de contacter le gestionnaire si ce n'est pas vous directement. Donc, ça peut être les cours d'eau, direction des cours d'eau non navigables pour les premières catégories. On peut avoir d'autres gestionnaires comme les voies hydrauliques, les services techniques provinciaux pour les cours d'eau de deuxième catégorie. Pour le ruissellement, il y a aussi GISER. Pour le réseau d'égouttage, il y a différentes intercommunales. C'est toujours intéressant de vérifier qu'un modèle n'existe pas pour voir si on ne peut pas déjà le réutiliser. On peut récupérer aussi les données de pluie et de lignimétrie, donc pour tout ce qui est précipitation et débit.
Donc ça, j'ai mis le site d'hydrométrie. Et puis les données topographiques du limineur. Donc soit ça peut être soit un levé topographique qui existe déjà et on peut l'utiliser, soit il faudra prévoir une campagne de mesure. C'est quelque chose qui est pas à négliger parce que ça prend quand même pas mal de temps, ça peut vite être coûteux. Euh, je vois que le temps file, il y a encore quelques slides. Euh, alors, par rapport, parce que donc on peut utiliser aussi le modèle numérique de terrain de la Wallonie. Il est intéressant pour représenter le lit majeur du cours d'eau, donc les plaines inondables, mais le lidar qui est utilisé ne pénètre pas sous l'eau, et donc ce qui fait qu'on n'a pas le fond du lit mineur, le fond du cours d'eau. Et donc le MNT, donc, dans ce cas-là, n'est pas utilisable, ne représente pas fidèlement le cours d'eau. Euh, on peut aussi avoir besoin des ouvrages d'art, ça j'en parlais tout à l'heure, et des archives, donc ça j'en ai parlé aussi précédemment, les photos, les articles, les cartes, les repères de crues, etc. Alors, j'ai mis aussi un exemple de critères de sélection. Euh, voilà, c'est un exemple, c'est pas, voilà, il y en a sûrement d'autres. C'est pas toujours évident d'avoir des critères vraiment pertinents et qui permettent de faire un filtre pertinent. Donc, par exemple, de disposer d'au moins deux profils seniors, donc deux ingénieurs qui ont au moins 8 ans d'expérience dans le domaine. Ou ça peut être aussi fournir une liste de services similaires, de 3 services similaires qui ont été réalisés au cours des 3 dernières années pour un certain montant. Et donc, ça permet de voir si le bureau d'études a déjà réalisé ce type d'études-là. Euh, voilà. Au niveau des critères d'attribution, le prix, en général, faut peut-être éviter de le mettre seul parce que derrière un prix, évidemment, il y a différentes techniques qui sont parfois proposées avec des qualités différentes et donc le prix ne reflète généralement pas tous ces éléments et donc c'est pour ça que c'est toujours intéressant d'avoir par exemple un planning, un phasage des étapes pour voir s'il est cohérent par rapport à la demande, un délai d'exécution, si c'est un projet qui est urgent, voilà, on peut toujours mettre le délai le plus court, bon, voilà, plutôt dans des cas urgents, et une note technique pour essayer de vérifier que la méthodologie qui est proposée par le soumissionnaire répond bien aux attentes du marché. Est-ce que la méthodologie préconisée semble fonctionner? Quels sont ses points forts? Quelles sont ses limites? Quel choix de modèle? Quel logiciel? Etc. On peut toujours, dans le cahier des charges, penser à des tranches fixes, conditionnelles, à des variantes. Juste quelques petits points d'attention, c'est de bien définir les besoins et les attentes, d'inviter les soumissionnaires à proposer une ou plusieurs méthodologies, de préparer une grille de cotation avant d'analyser les offres, avant d'ouvrir l'offre, se dire, tiens, quels sont mes critères? Et parfois, ça peut être tentant, mais à éviter aussi de comparer les offres entre elles. Avec une grille de cotation, ça permet de voir le besoin qu'on avait et les attentes qu'on avait et de comparer chaque soumissionnaire par rapport à cette grille. Alors, des prestations qui peuvent être attendues, il y en a une multitude et je pense que dans chaque projet, il y aura des différences. Mais ça peut être, on a déjà les différentes étapes du projet, que ce soit la stratégie de travail, la collecte de données, la construction du modèle. Bon, comme je disais, la calibration et la validation, c'est quelque chose qui est dans beaucoup de cas difficile à faire, mais on peut à minima faire une analyse de sensibilité du modèle, donc faire varier certains paramètres pour voir l'influence sur le résultat. Et on peut faire des études d'aménagement, aussi essayer de détailler le plus possible concrètement qu'est-ce qu'on veut. Pour l'organisation, ça peut être des réunions, donc les étapes du marché, avec qui, si dans des communes, il faut faire une réunion au collège communal, par exemple, au conseil. C'est un comité d'accompagnement, c'est des visites de terrain. On peut avoir d'autres attentes supplémentaires. Ça peut être une campagne de mesure, donc d'élevé topographique pour le cours d'eau ou pour les orages, un diagnostic complet, une analyse de bâtiments touchés, une estimation budgétaire des aménagements, une analyse bénéfice-coût, la mise en plan aussi et de schéma de principe, schéma directeur. Et on peut aussi avoir des études pluridisciplinaires avec d'autres disciplines. Euh, et pour les livrables, on peut avoir ça peut être le rapport d'études, les supports de présentation,
les cartes, les différentes cartes, soit au format SIG, donc ArcGIS, QGIS, ou au PDF. Et on peut aussi avoir le modèle, parce que le modèle en lui-même est aussi un résultat. Enfin, voilà. Alors, en conclusion, donc, je reprends les points que j'avais proposé d'aborder durant ce webinaire. Donc, on a bien distingué l'hydrologie de l'hydraulique. Donc, l'hydrologie qui transforme la pluie en débit, de l'hydraulique qui transforme le débit en écoulement. On a vu ensemble comment construire et utiliser un modèle hydrologique, donc le modèle SSCN avec la fonction de production et la fonction de transfert. On a vu aussi la construction et l'utilisation d'un modèle hydraulique, donc les différents types de modèles 1D, 2D, 1D, 2D, les données qu'on avait besoin, comme la topographie, les ouvrages, la résistance à l'écoulement avec le coefficient de Manning et les conditions limites. On a vu aussi la philosophie, le fait que la modélisation répond à beaucoup de questions, mais uniquement du point de vue hydrologique et hydraulique, et que voilà, il y a d'autres questions qui se posent évidemment pour penser un projet, les différentes limites et les incertitudes. Et voilà, on a vu ensemble, pour finir, quelques points par rapport à des idées pour les marchés publics. Et voilà, je vous remercie pour votre attention et j'espère que ces informations vous serviront. Merci beaucoup, Emilien. Voilà, on va passer à la partie questions-réponses. Oui, Entre les deux parties, je vais déjà moi je vais rendre disponible du coup l'enquête de satisfaction oui, par rapport au webinaire. Donc voilà, n'hésitez pas. Enfin, surtout, on vous invite vraiment à le remplir avant de quitter le webinaire. Nous, ça nous apporte évidemment énormément d'infos utiles pour l'organisation de la suite des webinaires. Par rapport à cette séance de questions-réponses, donc il y a déjà énormément de questions qui ont été posées et qui ont obtenu réponse auprès de l'équipe que je remercie déjà du coup de Lucas, Véronique, Sophie et Lisa. Donc avant de poser une question, n'hésitez pas à regarder s'il n'a pas déjà été posé. On a déjà 27 questions. Et maintenant, je vais passer la parole à Sophie du coup qui va te poser des questions, Emilia, qui sont sorties, qui ont émergé durant le webinaire et à Lucas si il veut apporter une précision, évidemment. Alors, vous m'entendez bien? oui, Oui. Alors, avec Lisa, on a essayé de rassembler un petit peu toutes les questions qui restaient un petit peu en suspens. Et donc, une question peut-être un peu pratique et concrète, c'est quand même encore par rapport au logiciel utilisé et une petite confusion entre les systèmes d'information géographique tels que ArcGIS et QGIS oui, avec les logiciels SCS et voire aussi ECRAS. oui. Donc, on demande un petit peu la différence aussi entre SCS et ECRAS, si c'est possible Oui. très rapidement. Alors, en hydrologie, il y a des modèles, des logiciels comme EKHMS, par exemple. Mais il y a moyen de faire aussi un modèle hydrologique avec. On utilise beaucoup de SIG pour faire le modèle hydrologique, donc ArcGIS ou QGIS pour pré-traiter les infos. Et après, pour modéliser, faire le modèle en lui-même, en hydrologie, il y a par exemple EKHMS qui est gratuit. Nous, on travaille aussi avec Inforx ICM, qui est notre logiciel de modélisation en hydrologie hydraulique, enfin, l'un de nos logiciels. Donc, ça, c'est deux logiciels. Et je ne sais pas si, du point de vue hydraulique, il y avait aussi euh, la question du point de vue hydraulique. Là. Donc, il y a le logiciel ECRAS qui est gratuit, qui est souvent utilisé. Nous, on travaille ici avec Inforx ICM, qui est un logiciel payant. Et il y a aussi le logiciel Wolf de l'Université de Liège. Et il y en a encore d'autres qui sont utilisés dans d'autres pays. Ok, donc les systèmes d'information géographique plutôt avant et aussi pour la lecture Ouais, et, avant, après, et après pré- quoi. pré-traiter les données et après post-traiter les données en général. Ouais. Oui, ensuite, il y avait des questions concernant l'évolution des pluies avec le changement climatique et Oui, comment est-ce que ces évolutions sont prises en compte dans les modélisations. oui. Donc, déjà, on se base sur les statistiques à jour. Bon, voilà, après, ça représente uniquement ce qui est observé depuis les quelques dernières années, donc c'est pas encore suffisant. C'est quelque chose qui peut être fait facilement dans nos modèles.
mais on n'a pas encore ici actuellement vraiment d'informations concrètes sur qu'est-ce qu'on va faire rentrer dans le modèle. On ne sait pas si on doit augmenter le débit de X%, augmenter les pluies voilà, de X% de l'intensité, par exemple. C'est des informations nous, on n'a pas. Donc, modéliser, c'est quelque chose qui peut être modélisé facilement, mais en pratique, on n'a pas d'informations concrètes sur comment le mettre en place. Voilà. Je ne sais pas si Lucas, tu as d'autres idées. Ah, t'es pas parlé, voilà. Mais voilà, c'est quelque chose qui peut être potentiellement fait, mais voilà, on n'a pas encore. Mais je pense qu'avec les inondations de juillet 2021, on est de plus en plus, on l'était déjà avant, mais de plus en plus regardant sur le scénario, le pire scénario qu'on imaginait dans le temps. Maintenant, voilà, on sait que c'est quelque chose qui peut pas vraiment arriver, et donc on est assez regardant par rapport à ça. Merci. Alors, une autre question a trait un petit peu à la carte de l'aléa d'inondation, Oui. à sa mise à jour potentielle éventuelle par le biais de modélisation hydraulique et hydrologique, et non seulement sa révision globale, mais aussi peut-être ponctuelle en des lieux précis, au cas par cas. Mhm. Donc, on parle par exemple de sites de camping qui pourraient peut-être par le biais d'aménagement sortir de la carte de l'aléa ou pas. Oui, ok. Donc pour l'aléa, la modélisation, c'est une des données qui est utilisée, mais c'est pas la seule. On se base aussi sur par exemple, des photos de crues ou sur des campagnes d'information qui ont été réalisées ou sur voilà, la différentes sources de données qui sont utilisées. Donc mais voilà, les modèles, on n'en a malheureusement pas partout. C'est quelque chose que nous, on a au cours de nos navigables, on a déjà pas mal de cours d'eau modélisés, mais on en a toujours qui ne sont pas modélisés. Et puis sur les deuxièmes catégories, ça a aussi un problème. Sur les troisièmes catégories, donc c'est compliqué on n'a pas des modèles sur tous nos cours d'eau et donc voilà, ce qui n'est pas possible de faire partout malheureusement. En tout cas, pour le navigable sur l'Ourthe, et là, où on sait qu'il y a beaucoup de camping, justement, Mhm. entre La Roche-Randeux, d'Urbouy, la modélisation est en cours. Donc, ça pourrait aider en tout cas à la compréhension. Mhm. Merci. Oui, ensuite, il y avait des questions concernant les coûts de ce type d'études de modélisation. Est-ce que vous avez fait une estimation en fonction des tronçons ou des surfaces étudiées? Pas comme ça. C'est pas simple à estimer, mais en fait, ça dépend un peu en hydrologie. Vu que c'est beaucoup des traitements généraux, en hydrologie, parfois on augmente un petit peu la taille du bassin versant, il n'y aura pas une différence de prix qui sera spécialement importante. Enfin, ça dépend un peu des cas. Si on fait le double, j'imagine qu'il y aura une grande différence. Mais du point de vue hydraulique, ça dépend un peu des cas, voir si on a différents. Par exemple, les scénarios, c'est chaque fois quelque chose qu'il faut rajouter. Donc, si on étudie un scénario ou 5 scénarios, évidemment, ça va coûter plus cher. Et les modélisations en milieu urbain, bah, typiquement, ça prend beaucoup plus de temps qu'en milieu naturel. Donc, si on est en plein milieu de ville, bah, ça peut prendre parfois plus de temps, plus de traitement que si en milieu plus, ouais, semi-urbain, ce sera voilà. Mais c'est difficile je ne saurais pas vous dire un prix comme ça, X euros du mètre, où j'ai pas, malheureusement, pas cette info-là. Ok, merci. Alors, une autre question par rapport à des bases de cahier des charges. Donc, Mhm. par rapport au fait que les villes et communes qui peinent à réaliser et établir des cahiers des charges pour ce type d'études, est-ce que le SPOE pourrait assurer ce travail de modèle Mhm. pour réaliser ces études? Pour faire le cahier des charges ou pour Mais, à mon avis, des idées de modèles de cahier des charges. le mode des idées, oui. Oui, donc ça, c'est quelque chose qu'on travaille aussi en interne là-dessus. Voilà, arriver à partager quelque chose un cahier des charges intéressant parce que vous dire comment connaissant la thématique, on sait ce qu'on cherche. Donc parfois, on va imposer certains logiciels ou certaines techniques. Mais j'imagine que ben, voilà, quand on travaille dans une commune et qu'on ne connaît pas spécialement la thématique, c'est des choix qui sont plus compliqués à réaliser ou même des interprétations. Et donc, il y a tout un travail un peu de simplification, je pense. Et nous aussi, c'est quelque chose qu'on travaille dessus en interne pour uniformiser les choses. Donc voilà. Donc actuellement, j'ai pas quelque chose que je pourrais partager facilement comme ça, mais c'est quelque chose en tout cas, un point qui est en réflexion
notamment ici avec Benjamin, le contrat de rivière, c'est Haute-Meuse. Haute-Meuse, ouais. Et donc, on a Ou Meuse-Aval. Meuse-Aval, voilà. Et donc, on a déjà discuté ensemble et voir qu'est-ce qui est possible de faire. Oui, puisque au sein des contrats de rivière, on est en train d'établir une boîte à outils qui pourrait contenir ce genre d'informations. Donc, moi, je vous conseillerais de prendre contact avec votre contrat de rivière le plus proche pour voir si on peut vous aider en la matière et si on a déjà des choses sous le coude. Mais toujours apprendre je vais pas dire avec des pincettes, mais en tout cas à remettre dans votre propre contexte, de toute façon. Je pense qu'on a plus ou moins fait le tour. Il y a des questions peut-être euh, plus précises du style est-ce que le logiciel SCSCN est-il gratuit? Je pense qu'on a tu Ouais, l'as dit, mais ouais. Ça, c'est le modèle en lui-même. Donc, le modèle, c'est SCCN. Et le logiciel, à ce moment-là, on peut travailler sur EKHMS. Ça, c'est un logiciel gratuit qui permet de travailler avec ce modèle-là. Ou un Fox ICM, c'est un autre logiciel. Il y a moyen de faire ça aussi dans un petit code en Python. C'est quelque chose qui est faisable aussi. Donc, ouais. donc on voit vraiment qu'on a deux styles de public, hein. On a Mhm. justement des gens qui veulent établir des études et puis des gens qui veulent réaliser des études pour les Mhm. premiers. Euh, Il y avait aussi des questions par rapport de l'IRM. Est-ce qu'elles sont accessibles à tout le monde et gratuitement? Les données de statistiques par commune, elles sont publiées. Oui, ça, vous pouvez les retrouver. Donc, c'est ce qu'on appelle les tables IDF, donc intensité, durée, fréquence. Euh, Ça, on peut les retrouver. Il me semble que les données spatialisées, certaines données spatialisées avec un pas de temps de 1 heure sont aussi partagées depuis pas longtemps, je pense, mais il y a d'autres données qui, non, c'est plus compliqué à avoir, notamment les données spatialisées avec une résolution temporelle de 5 minutes, c'est plus compliqué à obtenir. Ouais. Et les pluviomètres, ça par contre, donc pour la région wallonne, les pluviomètres, ça, ils sont partagés sur le site d'hydrométrie, comme les limimètres. Donc là, il y a des données aussi disponibles. Alors, une autre question. Les modèles existants mis en place par le SPW peuvent-ils être utilisés par un bureau d'études pour y introduire les données spécifiques à un aménagement à étudier? Oui, c'est au cas par cas. Donc, quand on reçoit la demande, on regarde, voilà, pour voir un petit peu, parce qu'il y a des modèles qui sont parfois anciens. Et donc, nous, voilà, on partage des modèles quand on a confiance dans notre modèle, on le partage. Des modèles parfois qui doivent être mis à jour, ben, on les partage pas spécialement. Donc, ça dépend un peu au cas par cas. Mais si on a un modèle qui est fonctionnel, normalement, oui. On peut toujours contacter au cas par cas, on verra ce qui est possible de faire. Donc ici, tu parles bien pour le SPW, cours d'eau non Pour navigable. cours d'eau navigable, ouais. Donc pour la Et première pour catégorie. les données topographiques aussi. Donc, quand on a des données sur nos cours d'eau en général, sur les cours d'eau de première catégorie, quand on a des données topographiques, en général, on les partage aussi quand c'est possible. Petite note, on Ouais, doit les partager. Ce on sont doit les des données partager. Ah, voilà. environnementales, donc nous avons l'obligation de les partager si vous nous les demandez. Ah, voilà. Une dernière question, Sophie? Et si pas, Et si pas, je Je pense vois, qu'on a fait le ouais. tour. Est-ce qu'on peut avoir le logiciel ECRAS? Mais ça, il est disponible en ligne. Si vous recherchez ECRAS, vous pouvez télécharger le logiciel directement. Donc, pas besoin de licence. C'est comme avec HMS, c'est l'armée américaine en fait qui publie ces logiciels.